Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief à froid de ce PSG Gérone, mercredi soir. Je suis désolé si on fait pas la vidéo plus tôt, j'ai tout simplement pas pu revoir le match avant ce samedi matin, pris par le métro boulot dodo, et surtout la journée de Ligue des Champions qui s'étale jusqu'au jeudi a fait que j'ai passé la soirée au bar devant Monaco bien sûr. Je refuse à chaque fois les matchs du PSG avec mes potes pour être tout seul dans ma chambre avec le bloc-notes et faire le débrief. Donc forcément, quand c'est les autres équipes françaises ou un gros choc, je vais au bar, je suis obligé. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Gérone. On va ouvrir bien sûr des débats un peu plus larges sur certaines prestations individuelles et parler aussi un peu du match face à Reims ce soir. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui regardent la vidéo après le match justement de Reims. Elle est entendable, elle est tout à fait entendable. On va parler de choses qui dépassent ce match à Auguste Delaune. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec ce PSG Gérone, jugé avec beaucoup d'intransigeance dans la presse. J'ai allumé le plateau de Canal+ mercredi soir après avoir enregistré le débrief. Et franchement, le catastrophisme ambiant tout au long de l'émission m'a un peu sapé le moral avant de dormir. Pareil le lendemain à la lecture de l'équipe. Il y a certaines performances qui sont qualifiées d'inquiétantes pour un match de la mi-septembre. Je trouve ça un peu osé, tout comme le titre sur la prestation du PSG. Miraculé. Bon, j'ai pas vraiment trouvé. Après, c'est un match où la lecture peut basculer d'un extrême à l'autre sur très peu. C'est-à-dire que déjà, à 2 minutes près, tu perds 2 points que tu regrettes à coup sûr, bien sûr, en janvier quand il faudra faire les comptes au classement. Mais de l'autre côté, si on adopte une lecture inverse et qu'on voit le verre du coup à moitié plein, si le PSG ouvre le score un peu plus tôt, alors pas forcément en première mi-temps parce que c'est vrai qu'en première, j'ai trouvé abusé les critiques sur le pressing parce que je trouve qu'on récupère beaucoup de ballons hauts. Par contre, il y a des vraies difficultés à concrétiser justement ces ballons récupérés hauts. La qualité des occasions est vraiment pas bonne du tout. Par contre, en deuxième, on les a. Et le PSG de Luis Enrique a prouvé sur le début de saison que lorsqu'on ouvre le score, tout de suite après, on déroule, on enchaîne. Par exemple, en Ligue 1, sur les 3 des 4 matchs joués, on marque un deuxième but, enfin non, je crois que c'est sur les 4 matchs joués, on marque un but et boum, 3 minutes après, on en met un deuxième. Voilà. Donc c'est vrai que si on avait ouvert le score plus tôt, Dembélé par exemple, en deuxième période, la lecture aurait été sûrement assez différente, tout comme le tableau d'affichage. Mais personnellement, je ne sombre pas dans le catastrophisme, dans le négatif. Je préfère retenir le positif de cette prestation aussi, le côté défensif avec une charnière centrale, encore une fois, qui a bien fonctionné. Quasiment pas d'occasion tout simplement pour Gérone. Ça reste à confirmer ce soir face à Reims, un match assez excitant parce que l'année dernière, pareil, on avait fait 2-2 contre eux, rappelez-vous, juste après le match face à la Real Sociedad, le 3-0 là-bas après la défaite face à Milan, match énorme de Gigio Donnarumma qui avait eu beaucoup de tirs à arrêter, donc des occasions des Rémois, donc c'est vrai que ce soir tout ça reste à confirmer. Passons aux prestations individuelles avec d'abord Safonov. Alors c'est vrai qu'avec Donnarumma, ils sont nés le même jour de la même année. On avait brossé cet été un portrait assez similaire entre les deux gardiens. Et le match face à Gérone nous le confirme, du moins dans le jeu au pied. Parce que c'est vrai qu'il prend un petit peu trop de temps quand il faut jouer court. Le jeu long n'a pas été très bon. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des ballons qui sont perdus, des ballons qui sont pas très bien dosés. À un moment où Luis Enrique s'énerve contre lui. Donc, il y a la possibilité qu'il progresse comme Donnarumma, parce que Donnarumma a progressé au contact du staff technique de Luis Enrique, ça c'est très clair, et donc peut-être que Safonov aura la même trajectoire, même si lui n'aura pas le fait d'enchaîner les matchs en tant que titulaire avec lui. Donc voilà, après sur les arrêts, c'est vrai qu'on l'a pas vu. S'il y a quelque chose qu'on peut tirer de son match, c'est peut-être les quelques ballons aériens qu'il a pris avec personnalité, à propos. Voilà.
Ce soir, normalement, il devrait être titulaire à Reims, parce que Donnarumma n'est toujours pas dans le groupe. Et comme je l'ai dit, voilà, ça va être un vrai test pour lui. Parce que le 3-0 qu'on gagne là-bas, Donnarumma fait 6 arrêts, dont 3 parades absolument magistrales. Et Will Steele, après le match, dit, mais Donnarumma, c'est un monstre, en fait. Il est au-dessus de tous. Donc, c'est vrai que Safonov, ce soir, devrait avoir des occasions. Alors, s'il n'a pas d'occasion, il aura des centres, je pense, parce que Reims, c'est une équipe qui aime beaucoup centrer. Donc, ce sera l'occasion de voir ses qualités dans les airs. Donc, c'est vrai que le match de ce soir est assez passionnant. Au-delà de l'absence de Donnarumma remplacé par Safonov, c'est vrai que à l'époque, on se déplace là-bas. Donc, l'année dernière, on gagne 3-0 sur un triplé d'Mbappé. Rappelez-vous, avec la déclaration de Luis Enrique qui en profite pour le tabasser pour son manque d'effort défensif. Mais dans tous les cas, il te met le triplé et donc, il te gagne un petit peu le match à lui tout seul, Mbappé. Ce soir, on va avoir une attaque qui ne compte pas Mbappé et qui compte surtout, voilà, un Dembélé qui va devoir se remettre à l'endroit face au but parce que son match face à Gérone, hors les ratés, n'est pas forcément mauvais. Un Barcola, lui, par contre, qui va avoir, l'obligation de se remettre en avant parce que c'est vrai qu'il reste sur 2 non-matchs. Un Kolo Muani qui va devoir concrétiser, même si c'est vrai que il a pas marqué sur le match face à Gérone alors qu'il a des grosses occasions. Donc voilà, c'est vrai que ce soir, ça va être un vrai match contre Reims. Je suis vraiment excité à l'idée de ce déplacement et bien sûr, il y aura le débrief juste après aux alentours de 23h. 2 vidéos aujourd'hui, les gars, voilà, c'est un programme qui est un peu bizarre, mais je vous ai expliqué le pourquoi du comment, à savoir mon nouveau rythme, changement d'université, passage de la licence au master, donc forcément c'est un peu plus soutenu. Bref, Hakimi, son match, j'ai été un peu dur avec lui dans le débrief. C'est vrai que il faut noter son apport rien qu'en matière de course, le volume de jeu, même si Gérone l'a très bien défendu aussi. Ça peut arriver aussi d'être très bien défendu. Par exemple, il n'a pas pu prendre la profondeur. Voilà. Son vis-à-vis, bien sûr, Gilles, ça a été très compliqué de défendre sur lui. Quand il sort d'ailleurs, au moment où l'entraîneur change toute la ligne d'attaque, ça fait du bien à Hakimi, techniquement et défensivement, donc ça a été un petit peu compliqué. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il frappe beaucoup mercredi, tout comme sur le début de saison. Et en fait, j'attends des buts de la part d'Hakimi parce que au-delà des frappes, il y a les coups francs directs qu'il tire, qu'il ne met pas. Alors à part celui contre Marseille, mais ça commence à remonter, ça fait 1 an tout pile. Il va falloir qu'il marque. En matière de passes décisives, il en met une pour Ruiz face à Brest. Il y en a, il y a des actions où normalement ça doit faire passe décisive si justement le tireur ne rate pas. Mais quand il tire Hakimi, là par contre, c'est vrai que j'en attends beaucoup plus de sa part. On parle de Dembélé et tout ça, mais c'est vrai qu'Hakimi a un volume de tir qui est aussi très important sur le match contre Gérone. Donc je l'attends aussi là-dessus. Pacho. Alors Pacho, lui, il a été jugé avec beaucoup de positifs. Dans les médias et tout ça, je rejoins bien sûr toutes ces idées. J'aime beaucoup la partie défensive, la défense de sa surface. Dans les airs, c'est vrai qu'il t'apporte pour la gestion des centres. Il est très sécurisant en dehors, il a de la vitesse, il gère plutôt bien les contre-attaques, bonne lecture du jeu. Même si j'attends de voir si dans le futur il va y avoir des erreurs. Parce que il y a certaines séquences où il est vraiment à ça de l'erreur qui du coup change la lecture du match, notamment sur les replis quand il fait un peu n'importe quoi avec ses pieds qui touchent le ballon avec la mauvaise surface et tout ça. Donc voilà, on va voir. Mais alors il y a des gens qui disent oui, l'apport avec ballon est moindre. Voilà, moi j'aime pas trop. Un défenseur doit faire plus que défendre. Je fais pas partie de ça. C'est comme sur les gardiens. Vous connaissez mon avis. J'aime Didio parce que moi, voilà, c'est un peu c'est pas le football à l'ancienne, mais c'est-à-dire que à chaque poste, pour moi, il y a une hiérarchie des compétences à avoir. Et voilà, pour moi, avec ballon, un défenseur comme un gardien, c'est une compétence annexe. Si le mec sait défendre ou repousser les ballons pour les gardiens, voilà, je vais quand même à l'essentiel. Et Pacho, c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions parce que Luis Enrique, du coup, je pense qu'il est pas trop dans cette philosophie-là. Il aime bien les joueurs dans le dépassement de fonction et tout ça. C'est surtout que, si on veut parler objectivement, c'est un peu obligatoire d'avoir du dépassement de fonction dans ce système qui est très facile à lire pour l'adversaire parce que c'est toujours la même chose. C'est à l'usure en fait. C'est vrai que c'est pour ça que souvent on fait les différences à l'heure de jeu. Donc des joueurs qui dépassent un petit peu ce qui leur est demandé, qui ont de la personnalité. C'est un peu la clé de voûte de ce système. Bon, Pacho n'en est pas vraiment un jusque-là parce que c'est vrai qu'à Francfort ou même en Belgique, il prenait des passes assez intéressantes. Et aussi, quand il prend des passes avec personnalité,
ça débouche sur quelque chose. Contre Gérone, l'action talonnade Warren et Asensio qui fait une frappe trop croisée, à la base, c'est Pacho qui prend une passe interligne, qui trouve Asensio, je crois, entre les lignes. Et ensuite, il y a un relais avec Barcola, Asensio, Warren, Asensio, frappe. Mais donc voilà, Pacho fait cette passe. Quand il fait les passes, quand il a de la personnalité, ça débouche sur quelque chose. Et c'est ça qui me donne un petit peu de frustration, mais du coup, de l'autre côté, des perspectives. Parce que du coup, s'il prend ce genre de passe beaucoup plus, ça fera des différences. Mais voilà, il y a encore trop de séquences mercredi soir où il a un milieu de terrain qui est entre les lignes, qui peut passer la balle, mais où il préfère passer à son défenseur central, Nuno et Marquinhos. Et aussi le fait que ce soit un gaucher exclusif, ça je trouve que c'est assez rédhibitoire avec ballon, parce que c'est assez clair qu'il cherche constamment à jouer avec le pied gauche. Voilà. Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, c'est sûr que voilà, il y a le but, il est élu homme du match. Bon, ça m'a un peu surpris parce que c'est vrai que le but, voilà, il est pour lui. Enfin, il est pour le contre son camp de son gardien, mais dans la construction, il part arrêté, il dépose son vis-à-vis, il fait la course, le centre, machin. Donc là-dessus, merci Nuno, parce qu'il nous fait gagner 2 points qui sont cruciaux tout simplement. Mais pour le reste, c'est compliqué. Pour le reste, c'est compliqué Nuno. La défense de sa surface, la lecture des centres, c'est dur. Le positionnement et tout ça, bon, c'est compliqué. Après, dans la question du positionnement avec Hakimi, je trouve qu'il faut pas aller d'un extrême à l'autre. Je suis pour que Luis Enrique adopte une vision pragmatique et que, en fonction de la physionomie du match, il dise à Hakimi, reste en retrait, et à Nuno, monte. Typiquement, mercredi, quand tu es face à un bloc bas qui ne te presse pas, ça me paraît logique que Nuno, qui est meilleur quand il reçoit le ballon arrêté, qu'Hakimi, qui lui a besoin de prendre la profondeur, ce qui n'était pas possible parce que Gérone défendait assez bas et regroupé. Là, typiquement, voilà, ça aurait été le cas. Mais attention, pour la suite, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, le latéral qui monte, par définition, il va courir beaucoup plus. Hein. Et physiquement, Hakimi fait des choses que Nuno me paraît incapable de faire. Enfin, pas forcément incapable, il pourrait le faire. Mais c'est assez risqué parce que c'est un joueur quand même qui se blesse beaucoup. Voilà, j'ai pas envie de répéter Nuno à lui faire ce que Hakimi est capable de faire. Voilà, j'ai pas envie de débrider Nuno et brider Hakimi pour au final me retrouver avec un Nuno blessé alors qu'Hakimi peut avoir ce volume de course avec la fiabilité qu'on lui connaît. Il se blesse quasiment jamais. Et aussi, attention à la relance. Quand on va être pressé très haut, Nuno est beaucoup plus important qu'Hakimi. L'année dernière, Newcastle par exemple, quand on va chez eux, ils pressent Hakimi qui est beaucoup plus bas du coup, qui a un rôle à la relance. Mais Hakimi est catastrophique en fait. Quand il est bas et qu'il doit relancer depuis des positions basses, il est catastrophique. Alors que Nuno a de la personnalité bien sûr. Il est meilleur, absolument. Donc je préfère avoir Hakimi plus haut et Nuno plus bas face à des équipes qui nous pressent. Voilà, c'est pour ça que je n'irai pas d'un extrême à l'autre après le match contre Gérone mercredi, même si c'est vrai que même avec ballon, Nuno n'a pas forcément été très bon. Quelques transversales mal jaugées qui finissent en touche. Donc c'est vrai que là-dessus, le match de Nuno, clairement, j'ai une lecture assez négative et je l'attends vraiment au tournant. Il est dans le groupe ce soir pour Reims. J'espère qu'il sera titulaire. Offensif aussi, dans le rôle. Mais voilà, il va falloir à un moment donné que Nuno progresse dans les dimensions défensives. Voilà. Vitinha, je m'attarderai pas trop là sur lui parce que c'est vrai qu'il a sûrement joué diminué physiquement, mais c'est un match où il a eu quasiment aucune influence. Et il a tenté d'aller dans différents secteurs, notamment sur le côté gauche, sans grande réussite. Et l'entrée de João Neves dénote complètement avec le match de Vitinha. Faut nuancer. C'est très difficile de juger un entrant parce que justement, par définition, il entre à un moment où l'équipe adverse commence à être fatiguée, le temps tourne. Aussi, tactiquement, Gérone décide un peu de s'exposer un peu plus. Voilà. Nous aussi, plus le temps passe, plus on a le besoin d'ouvrir le score et donc on se presse sur le but adverse. Il y a plus de mouvement et tout ça. On joue beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait nuancer l'entrée de João Neves qui n'en reste pas moins très très bonne dans le pressing, dans l'utilisation du ballon. Je note qu'il rentre en tant que numéro 6, derrière Vitinha en fait. Il reprend le rôle de Vitinha alors que contre Brest, c'était Ruiz qui remplaçait numériquement Vitinha. Donc c'est assez intéressant. João Neves peut jouer numéro 6 dans l'esprit de Luis Enrique, puisque le relayeur gauche, c'était Lee sur la fin de match. Voilà. Warren, j'ai dit dans le débrief que c'était pour moi mon homme du match. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a fracassé pour ça. Je maintiens. Mais vraiment, après avoir revu le match, je maintiens. Et puis surtout, en fait, au-delà de son match, il est titulaire, alors qu'il
il finit même pas l'entraînement 2 jours avant, et il finit le match. Il fait les 90 minutes. Même si c'est vrai que sur sa fin de match, il baisse en régime. Donc, pour ces 2 raisons, enfin, qui sont quand même assez explicites, hein, alors qu'on parle d'un joueur qui s'était blessé avec les Bleus, qui restait sur 10 jours de blessure, qui ne finissait pas l'entraînement lundi, je trouve que ça témoigne d'une forme de confiance de la part du staff de Luis Enrique, qui est assez éloquente en fait. Moi, je veux bien qu'on juge et tout ça, nous, en tant que supporters, mais il faut dire que, en fait, avec Zaïre Emery, je pense que chaque analyse doit commencer comme ça. Les entraîneurs, les mecs qui sont compétents en fait, qui ont les compétences qu'on n'a pas, lui font confiance. Et à partir de là, on doit le juger avec humilité en fait. Et même au-delà de ça, son match, je le trouve plutôt bon, très solide au duel. Il y a des percées balles au pied qui déséquilibrent le bloc adverse. Il y a les occasions en première mi-temps. C'est vrai que c'est un des joueurs offensifs les plus en vue sur sa frappe, sur la talonnade pour Asensio. Donc vraiment, c'est un vrai bon match. Et Warren est un solide titulaire. Vous verrez, il va rester titulaire sur les gros matchs, au moins jusqu'à la pause de cet hiver. Et c'est pas le match face à Gérone qui va aller dans le sens inverse. Très clairement. Moi, je vous le dis, j'ai une grande confiance en Warren. Je trouve que là, il est jugé trop durement. Autant sur la saison dernière, j'ai moi-même été dur avec lui. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir sur Twitter pour me dire Romain, t'es trop dur avec Warren, et j'ai discuté avec eux cet été. Voilà, on a eu des discussions enflammées. Et voilà, aujourd'hui, je me positionne plutôt de leur côté, alors que l'année dernière, j'étais de l'autre. Voilà, là, je trouve quand même que Warren est très important. Sans ballon, c'est quelqu'un qui va se mettre au diapason de ses partenaires, en étant placé au bon endroit si on perd le ballon, avec son apport au duel et tout ça. Et même avec ballon, je trouve qu'il y a il met aussi un très beau but face à Montpellier. Il met un très beau but, par exemple. Et il fait un gros match. Voilà. Donc, son début de saison, je le qualifie de bon, en fait, Warren. Bref. Même s'il y a aussi des matchs où il est un peu moins bien. Bon, Fabien Ruiz, match très compliqué. Moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est qu'en fait, il avait que des joueurs qu'il connaissait autour de lui. Nuno, Barcola, Vitinha, Warren, Asensio aussi, voilà, ils se connaissent ils commencent à se connaître un peu. Donc, c'est vrai que finalement, Ruiz, c'est quand même compliqué. Et João Neves va vite lui prendre sa place si ça continue comme ça. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à tirer de son match. Lee Kang-in, très bonne entrée. Alors, les coups de pied arrêtés, déjà, le corner très bien tiré pour la tête de Colomani qui passe juste à côté. Ça dénote complètement, hein, avec Dembélé par exemple, hein, qui a repris les corners sur le match de mercredi, avec une réussite quasi nulle, voire négative. Voilà, donc c'est vrai que Lee Kang-in sur coup de pied arrêté est très très bon. Et puis pareil, conservation du ballon, la personnalité, quelques percées côté gauche qui sont très intéressantes, donc c'est très bien. Dembélé alors, voilà, il y a les coups de pied arrêtés qui sont mauvais, les ratés aussi qui influencent la lecture de son match. Mais quand il est positionné de manière axiale, il fait la différence. Il tente beaucoup. Et c'est vrai que c'est un des joueurs dans le 11 qui a le plus tenté. Donc là-dessus, je pourrais jamais lui enlever. Il y a des séquences où Luis Enrique lui demande de coller la ligne, où il le remet du coup en tant qu'ailier droit vraiment qui mange la ligne. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et j'ai eu un commentaire intéressant sur le débrief qui disait... Mais en fait, quand je vois Dembélé tirer autant, parce que ça c'est vrai que c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, Dembélé prend beaucoup plus de tirs. En fait... Je me dis, mais pourquoi on le replace pas sur le côté gauche? Parce que il y a des entraîneurs qui l'ont eu, qui disent qu'il est meilleur pied droit pour finir. Lui-même l'a dit, je crois, par moment. Et les pénaltys, les tirs pied droit, typiquement. Voilà. Donc, en fait, les phases arrêtées, il les tire pied droit. Le pénalty face au Portugal avec l'équipe de France à l'Euro, c'est pied droit. Donc, pourquoi pas le mettre côté gauche, en fait? Parce que quand il repique dans l'axe et qu'il tire, peut-être que si c'est avec son pied droit plutôt que son pied gauche, comme ça l'est actuellement, ce serait un peu mieux. Ou du moins plus fort. Je trouve qu'il tire plus fort avec son pied droit. Son pied gauche, il enroule. Son pied droit, c'est vrai qu'il va tirer avec plus de force. Et en fait, c'est vrai que la plupart de ses buts, c'est tiré, voilà, avec force. Alors, il y en a un, donc face à la Belgique, c'est l'extérieur magique là, donc c'est pas tiré en force, mais contre le Barça, les deux c'est tiré en force. Contre Monaco, son super but c'est tiré en force avec le pied droit, rappelez-vous son tout premier but en novembre dernier. Donc c'est vrai que ça c'est une question qui peut se poser et qu'on mène sur la chaîne depuis des mois et des mois. Donc, voilà, un inversement Barcola Dembélé,
Pareil, ça aurait pu être une solution mercredi face à Gérone. Bref, bon, Barcola, lui, je retiens qu'il a joué 2 fois 60 minutes sur les 2 derniers matchs. Luis Enrique le sort très tôt dans le match. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui reproche. Au-delà du manque de différence tout seul, défensivement aussi, il s'investit beaucoup moins que l'année dernière. C'est vrai que Barcola est beaucoup moins au diapason là-dessus. Il va falloir qu'il se remette dedans, et je pense que c'est ce que Luis Enrique lui reproche, quand on sait bien sûr quelle importance il accorde aux efforts défensifs de ses attaquants. Mais du coup, comme il a joué 2 fois 60 minutes, c'est vrai que s'il n'est pas titulaire ce soir, ça me surprendrait en fait. Moi, j'attends un Barcola titulaire face à Reims en fait. Parce qu'il a joué 120 minutes en 10 jours, bon, c'est pas extraordinaire, voilà. Il doit, et puis surtout, pour lui redonner confiance. C'est-à-dire que là, il reste sur 2 non-matchs. Moi, je le mets titulaire ce soir, Barcola. Voilà. Je mets Dembélé sur le banc, mais pas Barcola. Désiré Doué, l'entrée est mauvaise, c'est très clair. Les centres sont mal joués. Il s'enferme dans une volonté de faire la différence tout seul, ce qui est dommage parce que ses premiers ballons, il les joue avec beaucoup de simplicité. Et ensuite, il va s'enfermer. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt dommage. L'équipe, typiquement, ils ont dit que c'était une entrée inquiétante. Mais on va se calmer quand même. Le mec a eu les JO, un gros transfert à digérer, donc le changement de vie et tout ça. Le manque, pas de préparation. Et le fait qu'il s'enferme un petit peu dans des numéros un peu solistes tout seul, mais ça, on le savait en fait. C'est pas inquiétant parce qu'on le savait, c'est son axe de progression majeur. Luis Enrique va avoir du travail là-dessus et on le disait déjà sur les vidéos quand il est arrivé. Voilà. Pour moi, il doit être dans l'axe. Il doit pas être en relayeur gauche et d'ailleurs, il finit le match en relayeur droit. Comme il était entré face à Montpellier, je crois, relayeur droit. Et contre Lille, il commence à droite avant d'être basculé à gauche quand Barcola sort. Mais voilà, pour moi, mais contre Lille, je crois que c'est en ailier droit et même pas relayeur droit. Mais pour moi, il doit être dans un rôle beaucoup plus axial. Mais voilà, Luis Enrique le fait rentrer très tôt à la place de Barcola, qui est un joueur primordial. Donc, il fait sortir Barcola pour Désiré Doué. À la mi-temps, pendant la première mi-temps, quand Asensio demande à sortir, il s'échauffe avec Colomani. Donc, ça veut dire que Luis Enrique, potentiellement, aurait pu faire rentrer Désiré Doué dès la première mi-temps. Donc, déjà, ça témoigne d'une certaine confiance envers Désiré Doué de la part de Luis Enrique. D'ailleurs, j'aurais été curieux, si j'étais journaliste, je pense que ça aurait été la question que je lui aurais posée parce que première mi-temps, 20e minute, on voit Barcola numéro 9. Et quand Asensio sort, il y a Désiré Doué du coup qui s'échauffe. Et j'aurais aimé demander à Luis Enrique quelle aurait été l'organisation du coup si Désiré Doué était rentré à la place d'Asensio. Typiquement, je pense que ça aurait été Désiré Doué, Barcola et Dembélé, avec Barcola du coup numéro 9. Je sais pas, tout ça c'est vraiment, on va très loin, c'est limite tiré par les cheveux, c'est dans un souci de précision. Mais c'est vrai que Désiré Doué qui s'échauffe en première mi-temps, bon, avec Colomani, c'est une question que j'aurais posée, que je trouve assez pertinente à Luis Enrique. Colomani, bien sûr, ce soir, il devrait être titulaire. Et donc, ça va être pareil, un enjeu sur le match face à Reims, parce que jusque-là, il est bon en entrant. Et on sait très bien, même la saison dernière, Colomani était plutôt bon en entrant. Je me rappelle, en septembre dernier, son entrée face à Rennes, où il met un but, là, quand on gagne 3-1. Il y a des entrées plutôt intéressantes. Alors, il y en a d'autres qui sont cataclysmiques, bien sûr. Il y a des entrées où il met pas un pied devant l'autre. Contre Strasbourg, en octobre 2023, quand on gagne 3-0, il rentre avec Dembélé. Limite, on a l'impression que les deux sont bourrés sur le terrain. Contre Dortmund, l'entrée au match aller, voilà, j'en parle même pas. Mais sinon, il y a eu d'autres entrées plutôt intéressantes. Et on sait très bien que commencer un match en tant que titulaire, c'est différent que rentrer. Donc, c'est vrai que ce soir, là, il va être titulaire, ça va être un vrai enjeu. On l'attend au tournant, mais c'est vrai que voilà, il a réussi des contrôles, donc c'est déjà assez exceptionnel. Donc voilà, il est très juste dans le pressing aussi. Alors, il y a eu une information sur les réseaux sociaux comme quoi il serait plus en couple. En fait, il était avec une fille qui est modèle, machin chouette, qui expose toute sa vie sur les réseaux sociaux et qui a dit que en fait la famille de son partenaire avait cru je sais pas qui, une sorte de marabout, je crois, un truc comme ça. Et du coup, son copain l'a quitté. Et visiblement, c'est Colomani en fait. Bon, s'il s'est débarrassé de ce genre de nana qui expose toute sa vie sur les réseaux sociaux, c'est tant mieux pour lui. C'est tant mieux pour lui. Bref, c'était un peu le côté qui nous rappelle un numéro 9, bien sûr, dans la légende, pour ça, bien sûr, Mauro Icardi. On se souvient de la story au lit avec Wanda qui a la main dans son calbar, tout simplement, voilà, et où il met une légende, genre, ça fait la meuf sur les réseaux sociaux, mais au lit, ça en redemande, bref, que de souvenirs
Que de souvenirs avec ce bon vieux Mauro Icardi et Wanda Nara, hein. Bien sûr, ça c'est des dossiers qui donnent les larmes aux yeux. Qui donnent les larmes aux yeux parce que c'est une vraie belle époque du PSG. Bref, Asensio, donc il est pas dans le groupe ce soir pour Reims. Luis Enrique a dit que c'était compliqué, enfin que c'était pas grave. Mais ça reste quand même musculaire. Hein. Et j'espère quand même le revoir avant la trêve internationale parce que du coup, s'il joue pas là pendant 15 jours et ensuite pendant la trêve internationale, il s'entraîne tout seul au campus, ça lui couperait complètement l'élan qu'il a depuis le début de la saison. Je pense que là, face à Arsenal, c'est râpé pour qu'il soit titulaire. Et même s'il avait été apte, je trouve que Kolo Muani est plus intéressant sur un match face à une équipe de Première Ligue. Dans la dimension physique, par exemple, sur les duels et tout ça. Après, il y aura Nice le dimanche 6 octobre. Donc, j'espère vraiment que contre Nice, on le reverra, Asensio. Bref. Bon, passons à Reims. Passons à Reims qu'on va affronter ce soir. Alors, ils ont perdu contre Lille. Ils ont fait match nul contre Marseille. Et là, ils restent sur 2 victoires contre Rennes et Nantes. C'est pas ridicule, hein, parce que Nantes fait un bon début de saison. Rennes, voilà, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Reims ont changé d'entraîneur. Hein, Will Steele, maintenant, c'est Elsner. Ils sont 7e, si je dis pas de bêtises. Je note que sur leurs 3 derniers matchs, ils ont concédé l'ouverture du score et ils ont remonté après. Donc Rennes et Nantes, ils gagnent 2-1 au final. Marseille, ils font 2-2 au Vélodrome à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui ne va pas lâcher. Donc si on ouvre le score, ce serait bien de faire la traditionnelle de ce début de saison, à savoir doubler la mise dans les 5 minutes qui suivent. Bref, ça va être un vrai bon match. Alors, je termine avec quelque chose de complètement farfelu. Je pense qu'on va m'attraper dans les commentaires. Mais si un jour, Luis Enrique fait ce choix, c'est comme sur la non-titularisation de João Neves cette semaine. Franchement, vous l'aurez vu ici en premier. Donc déjà, dans les cages, bon, ce sera Safonov. Normalement. Du coup, ce serait quand même un sacré message pour Tenas, qui, je pense, du coup, au prochain mercato, pourra se trouver, enfin, un autre club, en fait, hein, parce que si Safonov est titulaire les 2 matchs, ça veut clairement dire que, il est devant lui, voilà. Sur les matchs où Donnarumma était disponible, c'était Safonov qui était sur le banc et Tenas en tribune, donc, je pense que le début de saison est assez clair, et précis, en fait, sur la place de Tenas dans la hiérarchie, voilà. En latéral droit, je vais vous soumettre une idée. Hakimi n'est pas là, donc, bon, normalement, ça devrait être Yoram Zag, parce que c'est vrai que Luis Enrique l'apprécie, voilà, mais bon, moi, j'ai pas trop confiance. Je trouve que Zag n'a pas de qualité, voilà, qui pète 3 jambes à un canard, hein, qui pète 3 pattes à un canard, pardon. Je maîtrise pas trop les expressions du terroir, mais voilà, Zag, j'ai pas vraiment confiance en lui. Et surtout, en fait, si un jour on a une absence d'Hakimi en Ligue des Champions, pour blessure, ou alors il est très fiable en matière de blessure pour une suspension, ça par contre, les accumulations de cartons jaunes idiots ou un carton rouge bête, typiquement ça pourrait arriver avec Hakimi, j'aimerais quand même avoir une valeur sûre. Je ne vois pas Yoram Zag titulaire sur un match à élimination directe en Ligue des Champions. Et je pense que s'il y a une absence d'Hakimi, Luis Enrique privilégiera la solution de mettre un milieu de terrain latéral droit, type Warren Zaïre. Mais moi, je vais proposer quelqu'un d'autre que Warren. Parce que Warren, voilà, il est relayeur droit, il est titulaire en puissance, et ça m'énerve de le voir, surtout qu'en plus, il est pas à l'aise à ce poste-là. Voilà, il est vraiment pas à l'aise. Désiré Doué y a joué pendant les JO, mais bon, je préfère le voir d'abord en tant que relayeur. Par contre, ce poste demande quoi? Ce poste de latéral droit dans le système de Luis Enrique, d'abord, c'est pas un poste de latéral droit. À la relance, c'est un poste de milieu, voire de numéro 10 attaquant. D'accord? Donc déjà, ça biaise la vision. C'est un poste qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courses, un volume de jeu énorme. Il faut donc un joueur qui ne compte pas ses courses, qui est un peu feu follet et tout ça, qui y va, voilà, qui court beaucoup. Ça demande des qualités dans les duels, bien sûr. Voilà. Dans les duels au sol, aussi dans les airs, parce que quand t'es le PSG, tu presses et les équipes en face peuvent être amenées à jouer long. Du coup, toi, quand t'es latéral, avoir des duels aériens à jouer. Ok. À la relance, quand t'es latéral droit, quand Hakimi n'est pas là, en fait, j'ai envie quand même de libérer Nuno. Déjà que quand Hakimi est là, Nuno est bridé. Si en plus on le bride, même quand il n'est pas là, bon, ça suffit. Donc là, maintenant, le système, c'est-à-dire que le latéral droit à la relance se met avec les 2 axiaux et Nuno grimpe. Donc, il faut des qualités à la relance. Face à des équipes qui te pressent, il faut mettre quelqu'un du coup à ce poste qui est capable de jouer dans les petits espaces, trouver des angles de passe, conserver le ballon, dribbler, voilà, donc qui est très bon, allonger le jeu aussi. Face à des équipes qui te pressent pas, il faut aussi être capable, voilà, de se projeter demi-espace pour trouver
des relais lancés dans la profondeur. Moi, je trouve que tous ces critères énoncés collent assez avec ce que fait João Neves sur le terrain. Avec ce que fait João Neves. Enfin, personnellement, si j'avais un milieu de terrain à mettre latéral droit, ce serait lui, et pas Warren ou Désiré Doué. Voilà. Parce que, comme je disais, c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui va pas ménager ses efforts, et du coup, le mettre latéral droit, c'est vrai que là, pour le coup, tu peux dire à Neves, cours autant que tu veux. Mais vraiment, cours autant que tu veux. En plus, il a le positionnement, enfin la lecture du jeu, il se trouve au bon endroit, il a un vrai QI foot très développé, donc là-dessus j'ai vraiment confiance en lui pour adopter les bonnes positions et être au bon endroit au bon moment, voilà. Quand je disais être bon au duel, c'est vrai qu'il est plutôt hargneux dans les airs, et il le confirme au PSG, sur ses entrées, sur ses matchs, il est bon dans les duels aériens, voilà, c'est quelqu'un qui se défend très bien, surtout que du coup quand t'es latéral, t'es face à un ailier. Et en général, un ailier, c'est un peu plus petit qu'un numéro 9 ou un milieu de terrain, tu vois ce que je veux dire. En général, un ailier, le gabarit, c'est un peu plus petit, tu vois. Donc, c'est plus facile pour Neves de gagner les duels. À la relance, pareil. À la relance, voilà, ce serait quelqu'un que tu peux mettre à côté des trois centraux, Nuno qui monte, et du coup, voilà, Neves qui a les qualités, si t'es pressé, c'est quelqu'un qui va pouvoir te garder le ballon, te trouver des passes entre les lignes, et te faire vraiment de vraies différences. Donc vraiment, je soumets cette idée. Et si Luis Enrique le fait à un moment de la saison, il le fera pas ce soir. Honnêtement, il le fera pas ce soir. Mais voilà, s'il le fait à un moment de la saison, vous l'aurez vu ici en premier. Et je préfère João Neves que Warren Zaïre-Emery pour remplacer Hakimi dans ce poste et ce rôle. Voilà. Bref, au-delà de cette idée farfelue, je pense que ce soir, ce sera Yoram Zak qui sera titulaire avec Marquinhos, Pacho, Nuno bien sûr, que je mets titulaire et j'espère un bon match. Au milieu, du coup, je mets Vitinha, Désiré Doué, relayeur gauche et Lee Kang-in. Warren sur le banc parce qu'il a joué 90 minutes. Fabregas sur le banc parce que je pense qu'il a été aussi un petit peu émoussé par son match cette semaine. Vitinha parce qu'il sort tôt, même s'il a sûrement joué face à Gérone diminué, bon je le mets quand même ce soir. Et puis devant je mets Barcola, Colomani et du coup Dembélé ou Mbaye. Parce que c'est vrai que Luis Enrique a laissé sous-entendre cette idée, même si c'était une question plutôt d'un journaliste qui lui parle explicitement d'Ibrahim Mbaye. Bah voilà, Luis Enrique a répondu sans fermer la porte. Donc voir Mbaye à la place de Dembélé, personnellement ce soir ça ne me surprendrait pas et j'en serais ravi. Voilà, voilà un petit peu pour cette vidéo assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve ce soir pour le débrief de Reims PSG. Voilà, ciao les amis, prenez soin de vous.